L'audience est ouverte. Bonjour Dominique Verdeillan. Bonjour Patrick Simonin. Vous l'avez entendu de nombreuses fois. Oui, j'ai pas compté. Ouais, 33 ans dans les prétoires pour France Télévisions, pour tant de médias, à suivre les procès les plus retentissants. 33 ans à vous forger vos intimes convictions aussi. Essayez surtout de forger une intime conviction aux téléspectateurs. Il faut évidemment, quand on est chroniqueur judiciaire, se débarrasser de ses préjugés. On n'est pas là pour donner son avis. Comme je le dis, on n'est pas juge, on n'est pas procureur, on est un témoin privilégié. Donc simplement, on prend par la main le téléspectateur, le lecteur aujourd'hui, pour que lui, éventuellement, se fasse une intime conviction. Oui, mais c'est difficile quand vous passez 7 semaines dans un procès de ne pas exprimer finalement votre ressenti. Vous vous dites, vous, oui, il est coupable ou innocent ? Oui, évidemment, on se pose la question. Évidemment, quelquefois, pendant les délibérés avec les confrères, on se dit, alors, d'après toi, il sera coupable, condamné, à combien, etc. Mais encore une fois, moi, c'était pas mon approche. Oui. Mon approche, c'était plutôt au cours des procès. Évidemment, on se pose la question de savoir, il est coupable. Mais est-ce que la justice est bien rendue ? Parce qu'elle est rendue au nom du peuple français. Oui. Donc voilà, moi, je suis le témoin pendant 33 ans de ce qui se passe dans les salles d'assises, dans les tribunaux correctionnels. Et ma mission, si je puis dire, c'était d'essayer d'expliquer est-ce que ça a bien fonctionné ? Est-ce que quand le verdict est rendu, est-ce que quand il y a une condamnation pour Omar Haddad, c'est justifié ? Quand il y a un acquittement pour la boulangère de Reims, est-ce que c'est justifié ? Est-ce que quand on juge différemment Cahuzac et Balkany pour des faits similaires, c'est justifié ? Voilà, c'était un peu ma démarche. Oui, mais en se posant simplement la question, et d'ailleurs le titre le dit, vous dites chronique d'une justice défaillante. Pourquoi elle est défaillante, la justice ? Elle est défaillante parce qu'elle est humaine. Et que l'homme, déjà, est faillible. Elle est défaillante ensuite parce que c'est une énorme machine et qu'elle se trompe avec la difficulté après ou le reproche qu'on lui fait, c'est qu'elle a du mal à reconnaître qu'elle s'est trompée. Comme par exemple des erreurs, vous en avez été témoin, vous dites là, la justice s'est trompée. Oui, la justice s'est trompée ou la justice est illisible, c'est-à-dire qu'on a rendu une décision et on la comprend pas. Et aussi parce que, on le sait, elle est longue et par conséquent, quand vous rendez un jugement ou un verdict des années après, est-ce que ça a encore une signification ? Vous dites par exemple l'affaire DSK, si ça s'était passé en France, ça ne serait pas encore jugé. Oui, probablement. La justice américaine, elle est beaucoup plus rapide que nous. Dans l'année, l'affaire a été réglée. Le procureur a dit, bon, voilà, il y a plus de charges compte tenu des mensonges éventuels de Nafissatou Diallo. Donc, j'arrête les poursuites. En France, les choses se seraient évidemment passées totalement différemment. On aurait évidemment ouvert une enquête, une instruction. Il aurait été entendu. Il y aurait eu des confrontations. Il aurait été renvoyé peut-être devant un tribunal où il aurait eu un non-lieu, mais ça aurait pris un temps fou. Oui, alors la justice défaillante, oui, les Français ont parfois raison de le penser. Par exemple, évidemment, l'affaire Grégory, vous dites c'est le symbole du fiasco de la justice. Oui, parce que depuis le 16 octobre 84, on cherche et aujourd'hui, on n'a toujours pas trouvé. Donc vous avez des magistrats aujourd'hui, qui étaient peut-être même pas encore magistrats en 84, qui sont obligés de démêler le vrai du faux dans un dossier où on a tout fait. Déjà, première erreur, on n'a pas fait une autopsie dans les règles de l'art. Donc on ne sait pas, par exemple, de quoi est mort véritablement le petit Grégory. Donc à cause de tout ça, vous, Dominique Verdeillan, vous ne pouvez pas nous dire là qui a tué le petit Grégory ? Non. Est-ce que vous avez une conviction au fond de vous ? Oui. Au fond de vous, vous savez, vous avez un nom. J'ai pas dit que je sais, j'ai une conviction. La conviction, par exemple, que Christine Villemain est totalement innocente. Parce que ça ne tient pas la route La conviction que c'est dans la famille. C'est dans la famille. Mais j'ai surtout la conviction que dès le départ, le juge Lambert, le procureur Lecomte, dont on ne parle très peu d'ailleurs, qui était procureur à Épinal, et puis que les gendarmes se sont pris carrément les pieds dans le tapis, et qu'à partir du moment où ils ont saboté le début de l'enquête, on en est 36 ans plus tard. Donc il y a des assassins encore en liberté aujourd'hui. Ou peut-être morts. Ou peut-être morts, ou peut-être en liberté. Oui. Si par exemple il s'agissait de Laroche, qui a été tué par le père du petit Grégory. Et qui est mort, présumé innocent. Il peut peut-être avoir avec la mort du petit Grégory.
Je ne sais pas. Votre silence est éloquent. Non. Non, mais parce que, encore une fois, je me suis toujours interdit, Oui. et dans mes papiers et dans cet ouvrage aussi, de dire, voilà la réponse à une question à laquelle la justice n'a pas répondu. Oui. Outreau, vous dites aussi, fiasco. Évidemment. L'affaire Outreau, incroyable. Oui, parce que c'est une répétition de l'affaire Grégory, si je puis dire. C'est-à-dire un juge qui est trop jeune, l'un arrive à Épinal, l'autre arrive à Boulogne, il est mal formé. Alors voilà, comme il n'est pas très bien noté à la sortie de l'École nationale de la magistrature, il va dans une petite juridiction, on dit il ne se passera rien pour lui. C'est la phrase du supérieur, du juge Lambert, qui lui dit vous allez voir, dans les Vosges, si vous aimez la marche, c'est formidable, mais il ne se passe rien. Bon, sauf qu'il arrive l'affaire Grégory. Burgos, c'est pareil, il est arrivé à Boulogne, et puis un jour, on le saisit de cette affaire. Elle est trop grosse pour lui. Et ensuite, la mécanique se met en marche, si vous voulez, c'est-à-dire que personne, jusqu'au deuxième procès à Paris, dit en fait, on s'est trompé, quoi. Oui. Alors, c'est vrai que ce n'est pas une erreur judiciaire au sens juridique du terme, mais c'est une catastrophe. Oui. On a mis des gens en prison, on a pointé... Fiasco qui a des conséquences humaines, évidemment, derrière tout ça. Des conséquences humaines, avec en plus une dérive collective. Oui. Parce que la justice s'est trompée, les experts se sont trompés, et puis la presse, on n'a peut-être pas non plus été à la hauteur de la situation. Oui, encore un mot, parce qu'il y a plein d'affaires dans ce livre, une vingtaine, c'est formidable. L'affaire Cantat, Bertrand Cantat, aujourd'hui... Avec MeToo, il prendrait beaucoup plus cher qu'à l'époque pour la mort de Marie Trintignant. Difficile à dire, probable. Il est jugé en Lituanie. La France se bat pendant un moment avec Dominique Perben, qui était le garde des Sceaux à l'époque, pour qu'effectivement il soit jugé en France. La Lituanie en fait une question de principe. Non, on le garde. Bon, voilà, il a été jugé à 7 ans. Il a été remis en liberté ensuite par un juge d'application des peines en France, à Toulouse. Voilà, aujourd'hui, on peut se poser la question, effectivement. Vous savez, la justice, c'est une loterie. Donc, il y a des moments où il ne faut pas être jugé. Oui. Parce que mais le c'est terrible de dire ça en même temps. Parce que le contexte n'est pas bon. Ça ne devrait pas être une loterie. La justice devrait être juste. Oui, mais ce n'est pas une science exacte. Vous avez la conviction, vous, que des criminels, dont on savait qu'ils étaient criminels, ont été graciés, ont été acquittés? Oui, probablement. Et inversement. Et probablement. Et peut-être des innocents condamnés? Oui. Vous l'avez vu? Oui. Depuis 1945, il n'y a eu que 8 révisions. Aujourd'hui, on continue à s'interroger sur certaines condamnations. Est-ce qu'elles étaient justifiées ou pas? Omar Haddad en est un bon exemple. Seznec, on s'interroge toujours sur Dominici. Donc voilà. Alors, heureusement, la justice est défaillante, mais elle a fait des progrès. Elle a permis, par exemple, le double degré de juridiction en matière criminelle. Mais en même temps, quand vous avez, vous citiez tout à l'heure dans les couloirs l'exemple de Georges Tron, quand vous avez Georges Tron acquitté en première instance, condamné en deuxième instance, vous dites la vérité judiciaire. Dans le même politique, donc accusé de viol par d'anciennes collaboratrices, deux condamnations complètement opposées. Deux procès, deux verdicts différents. Est-ce que le deuxième est forcément le plus proche de la vérité? Est-ce que la justice est humaine? Au fond, c'est pas ce qui fait sa grandeur aussi d'une certaine façon, y compris avec ses imperfections. En tout cas, c'est ce qui fait... Elle est le reflet des hommes. C'est ce qui fait son intérêt, ce qui fait aujourd'hui la fascination qu'on peut avoir sur les faits divers et sur le fonctionnement de la justice. Quand vous voyez d'ailleurs le récent fait divers de l'affaire Daval, ça vous étonne aujourd'hui cet emballement médiatique, ce qu'on peut avoir autour de ce qu'est un fait divers? Non, l'emballement médiatique, il a toujours eu lieu depuis que la presse existe. Simplement, c'était dans la presse écrite, donc ça prenait des pages entières. Aujourd'hui, il y a la télévision, il y a les chaînes info, il y a les réseaux sociaux. Donc, il y a un phénomène d'amplitude. Mais la fascination, elle a toujours eu lieu. Vous savez, il y a un moment où les exécutions à mort, c'était sur le trottoir devant les prisons. Les gens allaient voir ça. Bon, voilà, heureusement... Un président du Conseil a décidé qu'il en était autrement et que les exécutions étaient à l'intérieur des prisons et puis que l'abolition de la peine de mort passait par là. Mais cette fascination, ce goût du sang, il a toujours existé. Oui, aujourd'hui, la justice est bousculée par l'opinion publique. La question de la présomption d'innocence, par exemple, la question de la prescription pour certains crimes sexuels. Finalement, tout ça est sain, tout ça est positif. C'est positif qu'il y ait une remise en question. Ce qu'on peut regretter, c'est que la remise en question, elle se fait au fur et à mesure des faits divers.
chaque fois, effectivement, on s'interroge. Est-ce qu'on va garder le juge d'instruction? Est-ce qu'on va changer les délais de prescription? Voilà, ce qui m'ennuie un peu, si vous voulez, c'est qu'il n'y a jamais eu, de la part d'un garde des Sceaux, d'un gouvernement, d'un président de la République, de dire la justice, c'est un pilier important de notre démocratie, et on remet tout à plat, on y réfléchit, on le fait. Vous parliez d'Outreau tout à l'heure. Il y a eu une commission d'enquête parlementaire, il y a eu je ne sais plus combien de préconisations, 80, très peu sont rentrés dans la loi. Oui, pourquoi? Parce que la justice n'est pas assez indépendante, elle est soumise à la pression de l'opinion publique, la pression politique aussi, d'une certaine façon, Oui. face à des faits divers horribles, par exemple. Et puis parce qu'on passe à autre chose. Voilà. Donc il y a eu effectivement un émoi important après Outreau. Et puis ça s'est calmé et on passe à autre chose. Voilà. Oui. Et demain, la justice sera filmée en direct, non? Oui. Ça vous fait peur, ça? Non, ça me fait pas peur. J'ai fait partie d'une commission qui avait été mise en place par Dominique Perben, garde des Sceaux, en 2004. On avait réfléchi et on avait trouvé que c'était intéressant, utile, mais compliqué. J'ai entendu Éric Dupond-Moretti dire « oui, si on le fait, ça sera une fois que tous les recours seront terminés ». Compte tenu de la longueur de nos procédures, ça veut dire que si vous diffusez ça 10 ans après... Alors, 10 ans, j'exagère peut-être, mais 5-6 ans, est-ce que ça a encore une valeur? Oui. On a enregistré le procès AZF, la catastrophe de Toulouse. Bon, voilà, c'est dans les archives. Le jour où on diffusera ça, est-ce que ça aura encore un impact pédagogique? Puisque c'est toujours ma démarche. Alors, quand les hommes politiques sont attaqués, ce qui était le cas de Nicolas Sarkozy ou d'autres, ou de Marine Le Pen, mettent en cause l'indépendance de la justice. On dit la justice. Mais ça, c'est quoi? C'est un jeu. Non, c'est pas un jeu. C'est dès qu'on est visé. Oui. Vous savez, c'est toujours quand les hommes politiques sont victimes, entre guillemets, de l'atteinte à la présomption d'innocence qui monte au créneau. On l'a vu là avec le procès Sarkozy. On tombe à bras raccourcis sur le parquet national financier. Bon, il faut se féliciter qu'aujourd'hui les hommes politiques soient poursuivis. Rappelons-nous quand même qu'il y a 30-40 ans, les affaires étaient étouffées et les procédures, non seulement n'allaient pas jusqu'au bout, mais elles ne débutaient même pas. Oui. 33 ans après, dans les prétoires, Dominique Verdeillan, vous diriez à tous ceux qui nous écoutent, oui, on peut faire confiance à la justice quand même, malgré tout. C'est la formule qu'on a toujours avant le procès. Et après, lorsque le jugement ou le verdict tombe, il y a forcément quelqu'un qui a gagné et quelqu'un d'autre qui a perdu. Et donc celui qui a perdu, il n'a plus confiance dans la justice. Merci Dominique Verdeillan, c'est absolument passionnant. L'audience est ouverte. Chronique d'une justice défaillante et publiée aux éditions du Rocher. Dominique Verdeillan, qui sait de quoi il parle et qui a vécu tout ça, était notre invité sur TV5 Monde. Merci beaucoup Dominique. Merci Patrick Simonin.